Bonjour à tous. Ouf, c'est un peu plus fort que je pensais. Donc aujourd'hui, merci d'être là. Je vais vous parler de quelque chose qui me passionne depuis vraiment des années, c'est le DevOps. J'ai essayé de vous accrocher vraiment avec un titre super clickbait là, pour être sûr que vous veniez. Mais ça se peut que vous saviez déjà ce que c'est le DevOps. Mais pour commencer, qui suis-je? Donc moi, c'est Julien Maître-Henri. Je suis Dev, Ops. Vous voyez bien la virgule entre les deux. Cloud Architect, Mentor. Dans tout ce qui est conteneur, je suis Docker Captain. Donc moi, tout ce qui est vraiment conteneur, Cloud, Kubernetes, c'est vraiment ma passion. Et je suis aussi cofondateur de Qmodgin à Québec. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est vraiment qu'est-ce que le DevOps. Ça va être quand même le point principal. On verra comment l'implémenter, quelques cas d'usage. Puis à la fin, j'ai voulu apporter une petite touche. C'est quoi les métiers reliés au DevOps? Donc déjà, il y a un petit hint. Le DevOps n'est pas un métier. Et pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire. Donc, la source la plus vieille que j'ai retrouvée date de 93, où un organisme, TINAC, vous m'excuserez de l'acronyme, a pour la première fois inventé un modèle où les développeurs devaient parler, travailler, communiquer avec des opérateurs téléphoniques. Donc, quand on essaye de me dire DevOps, c'est cloud, 93, je suis désolé, le cloud n'existait pas. La prochaine date, c'est 2006, AWS, mais public EC2. 2009, création pour la première fois un peu du terme DevOps, c'est là où on le revoit avec la conférence DevOps Day. Si on monte un petit peu, 2010, création d'Azure, public. 2012, Google Cloud. Et enfin, 2016, les métriques DORA, que peut-être vous avez entendu dans d'autres conférences, arrivent. Donc c'est la première fois où on essaye de mettre des métriques sur tout ce qui est rendement, stabilité. Et le nouveau trend de 2022 que j'aime beaucoup, c'est DevOps is dead. Moi, je trouve qu'il n'est pas encore dead. On va commencer par l'implémenter avant. Donc, qu'est-ce que le DevOps? C'est une méthodologie. C'est pour ça que je disais tantôt, ce n'est pas un métier, c'est une méthodologie, une façon de penser, une façon de faire qui a pour objectif d'accélérer la livraison logicielle, d'améliorer la qualité du logiciel et d'augmenter la valeur livrée au client final. Le mot-clé là-dedans, c'est client final. Si vous augmentez la valeur de ce que vous livrez, mais que le client final, il ne la voit jamais, vous n'augmentez pas la valeur finalement pour le client de votre logiciel. Celui qu'on doit prendre en référence dans le DevOps, c'est vraiment celui qui va utiliser le logiciel en bout de ligne. Pour ça, j'ai dit pour ça, on va utiliser un petit acronyme qui est intéressant, qui est CALM. Parce que pas besoin de s'exciter, pas besoin de s'énerver. Finalement, le DevOps, c'est très simple. C'est basé sur la culture, sur l'automatisation, le Lean, Software Development. Il existe une variante du Lean spécialisée pour le software. Les métriques et enfin le partage de connaissances ou sharing en anglais. Là, je m'excuse, je n'ai pas trouvé de. Qu'est-ce qu'on entend par culture? En fait, la culture principale, c'est cette idée de casser les silos, de voir tous les métiers qui travaillent ensemble dans un seul et même objectif commun. Et cet objectif commun, il est simple, c'est apporter au client le plus de valeur ajoutée possible, le plus rapidement possible. On revient un petit peu à ce que j'ai dit avant. Puis cette culture, c'est elle qui nous permet justement, comme on voit en 93 avec Tina, de faire en sorte que des métiers travaillent ensemble. Pour faire ça, on va se baser beaucoup sur l'automatisation, dont le principal objectif, c'est d'automatiser toutes les activités à faible valeur ajoutée, comme par exemple les tests. Quand on parle d'automatiser les tests, c'est pas automatiser la création des tests, mais par exemple, si vous avez une équipe de développement qui écrit des tests, mais qui n'a rien qui les roule de manière automatisée, c'est de temps en temps on les roule pour s'assurer que ça fonctionne encore, mais ça mérite d'être automatisé et d'être roulé le plus souvent possible. Pareil pour builder. Si c'est quelqu'un qui build manuellement sur son ordinateur et qui pousse en espérant que ça fonctionne après quelque part en production, en déployant manuellement, vous augmentez énormément les risques d'erreur humaine. Donc quand on va automatiser, l'humain qui build manuellement sur sa machine, il a peut-être autre chose à faire qui rajoute plus de valeur, qui est plus intéressant. Donc on vient améliorer finalement ce côté de productivité et de performance. Et enfin, ce qu'on veut, c'est, si je dois attendre à peu près Jean-Pierre qui puisse faire son build, puis après Marc qui puisse le déployer en production parce que c'est les seuls qui ont accès, c'est pas très fluide. Si j'ai une machine qui l'automatise, en fait, je viens de partager cette information, tout le monde sait à peu près comment le faire. Je pousse mon code, j'appuie sur un bouton, j'ai une procédure écrite. Tout le monde peut le faire. Donc on vient d'accélérer le développement. Le Lean,
Il est intéressant parce qu'il amène pas mal de valeur dans la chaîne. Mais si on s'intéresse vraiment plus au software, qu'est-ce qu'on a dans le software? Le gaspillage, ce qu'on veut éliminer, c'est le plus de gaspillage possible. Est-ce que le gaspillage rajoute de la valeur? Non, au contraire. Il nous fait perdre en productivité. L'apprentissage des pairs. Encore une fois, on veut que l'information soit partagée, que les gens connaissent, savent comment faire. Pas qu'on ait seulement un héros qui soit capable, et si demain il part, il est malade ou whatever, on est tous dans la marde. Excusez mon langage. Lui est peut-être un peu plus controversé. Ce qu'on veut, c'est de repousser la décision le plus tard possible. Si on prend une décision au tout début du process, on n'a peut-être pas toutes les informations qu'on a pour prendre la meilleure décision possible. Plus on va se rapprocher au dernier moment, où là on a vraiment besoin de prendre une décision, on va mieux connaître souvent le contexte, les métriques, où on en est, et donc prendre la meilleure décision à ce moment précis. Par contre, ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision du tout. Ça implique de les prendre, mais au bon moment. Livrer rapidement. Pour ça, on a besoin d'avoir une équipe qui est responsable. Si, comme je dis tantôt, c'est Jean-Pierre qui s'occupe de ça, puis Marc, le problème, c'est qu'en tant qu'équipe, moi, en tant qu'équipe, j'aimerais pouvoir qu'on soit tous capables de livrer du logiciel de qualité. Ensemble, nous devons le faire. Pas seulement une personne. Et pour ça, il faut qu'on soit responsable. S'il y a des problèmes, il ne faudrait pas que ça soit l'équipe BCD qui est de l'autre côté du bâtiment ou dans un autre pays qui soit responsable. C'est nous. On bâtit le produit, on le run, et on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe. Dans le but, évidemment, de construire un produit de qualité. Et cette idée derrière, c'est d'améliorer le système, et vraiment dans son ensemble. On va éviter de faire de la micro-optimisation, mais penser plus large, ce système, comment on peut faire pour l'améliorer en continu. Puis pour ça, on a besoin de métriques. Parce que je vais poser 2 questions existentielles. Comment on peut s'améliorer si on ne se mesure jamais? Puis comment on sait quel est l'état d'aujourd'hui si je ne le connais pas? Puis encore plus loin, je dirais, qu'est-ce qu'on mesure? Puis dans les métriques, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est quelque chose quand même d'organique. On est agile, etc. Les métriques qu'on choisit aujourd'hui, elles sont peut-être bonnes aujourd'hui, mais il ne faut pas hésiter de les changer, d'arrêter de les traquer si on voit qu'elles ne sont pas bonnes ou qu'on n'en a plus besoin. Et ces métriques-là doivent être toujours orientées soit métier, soit business. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Par exemple, est-ce que je veux traquer la qualité de code? Si je dis métier, je m'en fous. Ouais, mais techniquement parlant, la qualité de code, ça a un impact. Mais qu'est-ce que je traque dans la qualité de code? Puis vous pouvez dire, aujourd'hui, on ne traque aucun test, etc. On va mettre une première métrique. On va regarder, finalement, le code coverage, il est à combien? OK, ça peut paraître une bonne idée pour starter. Puis on voit, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, cette métrique, elle ne veut plus rien dire. Parce qu'au début, on a rajouté des tests, on a augmenté le coverage. Youhou, on a atteint le 100% ou 80%. On voit que les bugs baissent. Bonne victoire. Mais après un certain moment, on voit que le code coverage ne descend jamais, mais la quantité de bugs augmente. Est-ce que ma métrique elle est toujours bonne? Parce qu'au final, elle était peut-être bonne, mais elle est plus bonne. Donc, on va arrêter de la traquer. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne traque plus rien. Puis aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire ce qu'on a fait. Si on voit qu'on a fait des changements qui ont apporté des améliorations, ce n'est pas parce qu'on ne le traque plus qu'il faut arrêter et revenir en arrière. Et comme je disais, les métriques peuvent changer dans le temps. Le partage, c'est le plus important aussi. Il faut que la communication fonctionne, autant à l'intérieur de l'équipe qu'à travers les équipes. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe de dev, de sécurité, d'ops, etc., que l'un doit décider, l'autre n'est pas au courant, puis doit l'assumer. Non, comme je disais, le but, c'est de relier les métiers ensemble, casser les silos. Plus on va ramener tôt la connaissance de toutes les équipes, de tous les acteurs au même socle de connaissances, plus les équipes vont être fluides. Et pour ça, on a besoin de transparence. Si je sais que mon équipe SDOP, je vais faire un changement, puis ils vont me détester la face, donc je leur dis surtout pas. Comme ça, après, j'ai mes sous-faits accomplis, ils n'auront pas le choix. Parce que je leur dis, hey, ça fait 3 mois de dev. Là, si tu ne le mets pas en prod et si tu ne fais pas ce que je te demande, c'est toi qui vas t'expliquer au boss pourquoi tu ne mets pas en prod 3 mois de dev. Il n'y a pas vraiment de transparence, vous êtes en train de créer des silos et des frustrations. Et dans tout ce qui est partage, donc, on peut aussi repenser un peu à la rétro en agile. Ce qui est important, c'est de partager vraiment tout type d'informations. Toute information est bonne à partager, que ce soit des opinions, des remarques. Qu'est-ce qui a bien été? C'est super de toujours dire qu'est-ce qui a bien été. Mais c'est aussi important de dire qu'est-ce qui a mal été. Putain, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, j'ai perdu du temps. OK, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça réarrive et s'améliorer? Mais en même temps, qu'est-ce qui a été difficile? J'ai essayé de faire ça.
Je me suis un peu cassé la gueule, mais j'ai réussi à le faire, mais c'était vraiment tough. Puis pourquoi c'était tough? Cette information. Peut-être que c'était juste techniquement parlant, c'était un algo qui était très complexe à mettre en place, fine. Mais peut-être c'était vraiment tough parce que j'ai utilisé une autre lib de notre entreprise, puis il y avait 0 documentation dessus. Donc j'ai dû fouiller dans le code pour essayer de comprendre le code d'une autre équipe. Donc toutes ces informations sont bonnes à partager. Et pour ça, vous avez besoin de confiance dans l'équipe et à travers les équipes. Ainsi qu'une culture, donc on revient sur la culture, qui autorise et encourage le partage de toute information, y compris les négatives. Mais par où qu'on commence? Parce qu'on se dit tout ça, cool. Ben, en fait, moi, la méthode que j'aime, c'est la méthode scientifique. D'ailleurs, petite anecdote, si vous faites des crédits d'impôt RSE, ils aiment bien la méthode scientifique. On part d'un constat, on émet une hypothèse. Donc l'hypothèse, ça peut être une solution à implémenter. On passe sur l'implémentation. Maintenant, on mesure, ça a-tu fonctionné, ça a-tu pas fonctionné, c'est-tu le résultat qu'on pensait? On émet une conclusion, et on recommence. C'est magnifique. Et pour ça, finalement, il faut faire attention sur plusieurs trucs. Si vous dites, mon bobo, il est très gros, il fait très mal, est-ce que vous voulez le régler dans son ensemble one shot? Non. On va essayer de découper ça dans une petite itération. Parce que le but, c'est quand même de s'améliorer en continu. Si on décide, on va faire un gros chantier, ça va prendre 1 an à mettre en place, puis après 1 an, vous voyez que ça ne servit à rien, vous venez de perdre 1 an. Alors que si vous faites une petite itération de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, puis que vous êtes capable de voir, ça a amélioré les choses, ça a réglé complètement le problème, ou finalement ça n'a rien fait ou ça l'a empiré, vous pouvez réagir le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à découper votre problème. Puis la question du constat, à la base, j'ai oublié de la donner, c'est qu'est-ce qui me fait le plus mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui, en tant qu'organisation, dans mon flot de livraison, me fait mal? Est-ce que c'est la livraison continue? Est-ce que c'est les tests? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est... J'ai aucune idée de ce qui se passe en production. Ce problème peut être adressé, et à partir du moment où on fait une première itération, on se repose exactement la même question. Qu'est-ce qui me fait le plus mal maintenant? Ça peut être la même chose, mais ça peut être un autre bobo qui, finalement, maintenant, me fait plus mal. Et on passe d'un bobo à l'autre, et au final, en bout de ligne, plus le temps va passer, plus les bobos vont être petits. En tout cas, on espère. Puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire tout ça? J'ai découpé le flot de livraison en 3. Tout ce qui est la partie développement, la validation, puis la production. Quand on est en dev, le but, c'est d'essayer d'attraper le plus de problèmes le plus tôt possible, parce que c'est un principe de base. Plus le problème est attrapé tôt dans le processus, moins il est coûteux, que ça soit en temps ou en d'autres choses comme en notoriété. Qu'est-ce qui est pire qu'un bug en production découvert par un client? Il n'y a pas grand-chose, parce que vous impliquez énormément d'équipes dans la compagnie et c'est des problèmes de notoriété derrière, de damage control que vous devez faire. Alors que si le problème est découvert en dev par un autre de vos collègues alors que vous êtes en train de développer, fine, il va retourner sur la table à dessin, il va peut-être passer 1 ou 2 journées, mais au final, le problème est réglé super tôt. Et pour ça, le plus simple, la base, j'ai envie de dire, c'est à chaque changement qu'un développeur veut faire, qu'il fasse une demande de changement, ou si vous préférez, une pull request ou un merge request, et que dans cette pull request, il y ait au moins un autre développeur qui passe à travers le code, qui le lit, et qui essaye de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal dans ce code, pour corriger ou attraper les problèmes. Et cette review de code, elle a 2 objectifs. Le premier, comme je dis, c'est de trouver les problèmes, mais le deuxième, c'est aussi le partage de connaissances. Donc une review de code n'est pas forcément faite par quelqu'un qui est plus senior que la personne qui a fait le code, parce que quand c'est le top senior qui le fait, on commence à avoir un problème. Mais impliquer des juniors dans la review, c'est une manière magnifique pour eux d'apprendre, de poser les questions. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Ah, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça, je l'aurais peut-être fait autrement. D'emmener ces discussions-là, vous venez de partager de la connaissance au niveau des équipes, et c'est extraordinaire. Puis, contrairement à ce qu'on peut le penser, un junior, c'est capable de trouver aussi des problèmes logiques. Si la personne regarde la tâche qui était demandée, il fallait faire quelque chose, puis tu as fait à côté, il va pouvoir le dire là. C'est pas forcément un problème technique, c'est un problème de logique. Donc toute review de code permet d'attraper vraiment les problèmes et de partager la connaissance. Et j'insiste beaucoup sur ce point, parce que pour moi, dans la qualité de code, c'est l'un des points les plus primordiaux. Et en plus, c'est le plus facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'automatisation, d'outils complexes, etc. GitHub, GitLab et tous ces outils-là vous le fournissent. Deuxième chose, un projet,
S'il n'y a pas de test, idéalement, c'est commencer à implémenter des tests, que ça soit unitaire, d'intégration, d'interface, au niveau, etc. Il faut qu'il y ait des tests. Et ces tests-là, idéalement, il faut qu'ils soient automatisés. Donc à chaque fois qu'il y a une demande de changement qui est faite, qu'on puisse tout rouler et s'assurer que ça fonctionne encore. L'autre outil qu'on va automatiser, c'est les règles de style. Pour moi, il y a une règle d'or, c'est quand quelqu'un fait un changement, quand je lis du code, je ne devrais pas être capable de dire « Ah, ça c'est le code de Julien, ah, ça c'est le code de Lucas, ah, ça c'est le code de Marc ». Non. « Ah, ça c'est le code de l'équipe, ah, ça c'est le code de l'entreprise ». Parce que derrière, je veux dire, si on sait que c'est Julien qui l'a écrit, pourquoi on sait que c'est Julien qui l'a écrit? Est-ce que c'est parce qu'il a écrit différemment des autres? Souvent, oui. Je vois quelqu'un qui me fait oui de la tête. Est-ce qu'il va dire « Ah, ce code, c'est marrant, il n'y a pas de test dedans, puis c'est écrit tout croche. Est-ce que c'est toi qui as fait ça à l'arrache parce que tu n'avais pas le temps et tu voulais shipper ta tâche ?» Ah, peut-être. Mais qu'est-ce qui est le plus plate quand on lit ce code-là pour dire « Tu as oublié un point-virgule, tu as oublié un espace entre la collade. La collade, elle va sur l'autre ligne. » Je veux dire, ça, là, il y a des outils comme les linters qui sont là pour automatiser tous ces checks. Ce n'est pas un humain de vérifier ça pour vous. Aidez-vous. Puis, ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on appelle tout ça aussi des étapes de CI, Continuous Integration. Donc, si vous mettez soit l'un, soit l'autre, ou l'ensemble, ben, vous avez un CI en place. Et ça ne prend pas quelqu'un de dédié à temps plein pour mettre ça en place. C'est des règles qui sont très simples. Et les logiciels de nos jours, que ce soit Azure DevOps, GitHub, etc., nous fournissent ça de manière assez simple. Et le dernier point que j'aime bien, c'est pour inclure un peu plus de sécurité. Qui ici, dans la salle, à chaque changement, regarde les dépendances du projet? Est-ce que mes dépendances sont à jour? Est-ce que j'ai une dépendance qui a une faille de sécurité? Je vois pas beaucoup. Ah, je vois quelques mains. Félicitations. Honnêtement, moi, je le fais jamais. Je veux dire, dans un projet, par exemple, Node.js, il y a tellement de dépendances qui ont des dépendances qui ont des dépendances. Si j'ai pas un outil qui le fait pour moi, je suis incapable de savoir quelle dépendance doit être updatée ou quelle dépendance a une faille de sécurité. Automatiser ça, je veux dire, maintenant, il y a des outils qui le font. Puis l'outil peut juste automatiser le fait de vous dire qu'il y a des mises à jour. Il y en a même qui vont plus loin, qui vous proposent le changement pour le mettre à jour, mais généralement, ça prend quand même un humain de vérifier qu'on n'a rien pété. Mais là, on vient d'automatiser un check qui peut être long, coûteux et compliqué par de l'automatisation, et l'automatisation va vous donner un résultat qui a vachement de valeur. Vous réglez des problèmes de sécurité sans le savoir des fois. Au niveau de la validation, si vous me dites, nous, on déploie notre code directement en production, il n'y a aucun problème, pourquoi j'aurais besoin d'un environnement pour tester entre les deux? Ça va me ralentir. Fine, félicitations. Franchement, si vous arrivez à shipper en prod sans staging, sans tester avant, vous êtes vraiment bon. Mais généralement, c'est bien que quelqu'un check avant. Et pour ça, avoir un environnement de staging, de test, nommez-le comme vous voulez, mais un autre environnement qui est similaire à la prod. Bon, l'environnement staging est rarement exactement identique à la prod, on ne va pas se le cacher. Mais au moins, s'il est similaire, c'est déjà bien. Puis cet environnement-là, il va servir de validation à plusieurs personnes dans l'entreprise. Que ça soit si vous avez par exemple un product owner. Lui, il peut vouloir tester la fonctionnalité. Est-ce que c'est réellement ce que j'ai demandé dans un environnement comme ça? Il va pouvoir le tester, il va pouvoir donner son opinion. C'est sûr que s'il peut tester avant, pourquoi pas? Mais finalement, c'est un des endroits où il peut faire. Votre équipe de QA, par exemple, qui va essayer de trouver tous les bugs qu'il y a, il a un super environnement pour jouer. Parce que là, ici, il peut faire n'importe quoi. Normalement, il n'y a pas de données clients dedans. Et les clients ne devraient pas recevoir de mails ou de push notifications. Comme certains géants de la tech, on reçoit des tests sur nos iPhones. Merci. Le dernier qui a fait ça, c'est Uber. Petite organisation tech. Mais ça arrive. Et ce qui est important, c'est que cet environnement de validation, il faut qu'il soit automatisé. Comme je dis, le but, c'est vraiment, il y a un changement qui est fait. Par exemple, si vous êtes sous Git, vous avez une branche principale, main. Vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un changement, ça se déploie sur cet environnement-là. Puis après, vous pouvez automatiser beaucoup de choses dessus. À chaque déploiement dans cet environnement, ça envoie une notification, ça envoie les changements, etc. Mais juste que ça déploie, c'est la base. Puis après, vous pouvez rajouter du froufrou dessus si vous voulez. Et enfin, en production, ce qu'on va vouloir le plus, c'est instrumenter notre application. L'instrumentation, elle est assez simple. Mon application, généralement, elle parle. Il y a des logs. Ces logs-là, idéalement, c'est de les avoir dans un système que les développeurs peuvent consulter, que n'importe qui puisse consulter dans l'équipe technique pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis après, on va essayer d'aller plus loin dans l'instrumentation. Est-ce qu'on connaît des métriques, par exemple? Si on a un système un peu complexe avec un système de queue, est-ce que mes queues se remplissent? Est-ce qu'elles se remplissent plus vite qu'elles se vident?
Parce que là, je peux avoir un problème, parce qu'au final, je peux peut-être jamais rattraper mon retard. Et pour ça, il faut des alertes. Donc, quand j'ai quelque chose d'anormal qui se passe en production, il faut que je sois alerté. Comme ça permet aux équipes de réagir avant qu'un client lève la main en disant bah, « Je ne comprends pas, j'ai fait une modification, ça fait 3 jours que j'attends, il ne s'est toujours rien passé. » Ah, cool. Mais si je n'ai pas d'instrumentation, l'équipe de développement, elle va faire quoi? J'ai testé en staging, ça marche, je ne comprends pas. J'ai testé sur mon poste, ça marche, je ne comprends pas. Ben oui, mais tu n'as peut-être pas le volume de production. Peut-être que juste en prod, tu as besoin de plus de machines, plus de puissance ou autre chose. Et s'il n'a pas l'instrumentation nécessaire, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je sais pas, aidez-moi. J'ai même pas accès à la prod. Coucou les ops, il se passe quoi? Puis là, tu dis, bah, c'est plus mon problème, moi, mon code, il marche. Donc là, on revient sur l'idée, ben non, l'ops, il a autant de responsabilités que moi là-dedans. Et si on veut aller plus loin, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est métrique, alerting, c'est vraiment la base. Là. Si vous avez pas ça en prod, idéalement, c'est le premier truc à faire. Ensuite, vous pouvez aller dans l'automatisation des déploiements. On l'a déjà expliqué. Puis, si vous êtes vraiment bon et vous avez tout, aller encore plus loin, c'est détecter quand j'ai une nouvelle version qui s'en va en production. Si elle ne démarre pas, ben que je garde l'ancienne, comme ça mes utilisateurs ils ne le voient pas. Ou, si ma nouvelle version arrive, mais j'ai trop d'erreurs dedans, j'ai plein d'alertes, ben, rollbacker automatiquement sur l'ancienne version, comme ça j'ai un damage control, puis on va pouvoir checker, mais au moins j'ai une version qui marche en prod. Mais là, effectivement, c'est plus loin dans le flow, ça demande plus d'efforts, mais juste la première étape de dire bah, si mon application que je déploie ne démarre pas, ayez un backup qui puisse quand même continuer de garder la charge. Et si on regarde le flow dans son ensemble, on parlait de responsabilité d'équipe, bah, c'est le premier point. Idéalement, le développeur qui prend une tâche, par exemple dans son sprint, dans son Kanban, etc., qui commence à développer dessus, il faudrait qu'il soit responsable de sa tâche jusqu'à la livraison de sa tâche. Donc, par exemple, prenons un flow simple, je prends ma tâche, je fais ma pull request, je l'envoie, je me désassigne et j'assigne mon collègue pour qu'il fasse la review. Puis pendant ce temps-là, je travaille sur une autre tâche, puis encore sur une autre, puis sur une autre. Puis qu'au final, j'ai 40 tâches en review. Qui est responsable que ma tâche, elle passe réellement sa review et elle aille plus loin? Puis si, par exemple, mon collègue, il met des commentaires à changer dans ma pull request, est-ce qu'il va me la réassigner? Comment je le sais? Est-ce qu'il doit faire du suivi manuel? Non, en tant que développeur, j'ai fait ma tâche, j'ai fait ma pull request, j'en suis encore responsable. C'est à moi d'aller courir après mes collègues pour qu'ils fassent mes reviews. C'est à moi de corriger mes problèmes. Puis ensuite, si je l'envoie au QA, c'est à moi de m'assurer que le QA il check. S'il trouve des bugs, c'est à moi de m'assurer de les fixer. Et ainsi de suite, jusqu'à l'étape de validation et de mise en production. Comme ça, en tant que développeur, on l'autonomise, on lui donne les outils. Puis c'est aussi important de lui donner les outils pour qu'il prenne sa tâche et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour l'emmener en production le plus rapidement possible. Correctement, évidemment. Et l'autre point important pour moi, c'est éviter le plus possible d'avoir ben ça, c'est mon équipe produit qui fait des fonctionnalités. Ça, c'est mon équipe maintenance. Eux, ils shippent en prod, ils s'amusent bien, mais dès qu'il y a des problèmes en prod, ben c'est plus eux qui règlent les problèmes, c'est une autre équipe. C'est vachement plate quand tu es une équipe qui fait juste de la maintenance sur des fonctionnalités que tu n'as même pas faites. Puis l'autre, là, elle n'est peut-être même pas au courant qu'il y a des bugs et c'est jamais eux qui les fixent. S'il n'y a pas de communication, idéalement, l'équipe qui construit, qui build, ben c'est aussi eux qui font la maintenance. Comme ça, ils voient les problèmes et ils peuvent penser aussi à faire des fois des choses différemment, d'améliorer les pratiques, etc. Il y avait à AWS qui avait une excellente expression pour ça, c'est « you build it, you run it ». Mince. Maintenant, on va prendre des exemples de cas qu'on entend, que j'ai déjà entendus. La personne arrive, puis elle vous dit ben, « moi, la direction, elle a décidé qu'on était DevOps, donc on va mettre du déploiement continu. » Ok. Pourquoi? Ton boss il a décidé, c'est bien, mais est-ce que ça répond à un problème? Quel est le problème que tu essayes de résoudre avec le déploiement continu? Et là, je reviens, finalement, mettre en place du déploiement continu, ce n'est pas un constat. J'ai besoin de savoir c'est quoi le problème et de proposer le déploiement continu. Autre cas, donc là, il fait ses devoirs et tout, puis il dit, ben, mon boss, il dit que déployer en prod, c'est trop long. Donc, on met du déploiement continu. Il est très content de réarriver avec la même solution. Ok, fine. On va regarder un petit peu plus en détail. Prenons ce flow de développement. Les développeurs font des sprints de 2 semaines, puis ensuite ils envoient en QA à la fin du sprint. Idéalement, comme ça, c'est encore mieux. Ensuite, ça part sur des approbations de quelqu'un d'autre dans la compagnie pour autoriser la mise en production. Et enfin, il y a l'étape de déploiement.
Je veux dire, c'est un flow correct, mais maintenant, on va regarder précisément combien chacune des étapes prend. Mon déploiement, il prend une journée sur 19 jours. Je peux l'améliorer. À la rigueur, je vais peut-être descendre ça à une demi-journée ou à 1 heure. Mais au final, 1 heure, le gain d'une journée sur 19, il est faible. Pourquoi mon étape d'approbation, elle prend 5 jours? Pourquoi mon étape de QA, elle prend 3 jours? C'est ces questions-là que je dois me poser. Est-ce que je peux travailler pour essayer d'améliorer le délai d'approbation? Est-ce que mon étape de QA, elle pourrait se faire en parallèle du dev, par exemple, pour éviter que ça soit l'un après l'autre? Ou encore, prenons un cas un peu plus simple. J'ai plus de validation externe. Comme ça, au moins, ça va rester à l'intérieur de la R&D. Mon étape de QC prend 5 jours. Ben là, je vais commencer à poser encore une fois la même question. Pourquoi c'est aussi long? Puis là, il peut y avoir plein de sous-questions là-dessus. C'est plus long parce que les QA, finalement, il n'y a rien d'automatisé. Ils recheckent toute l'application manuellement. Fine. Ton application est grosse, tu as combien de QA? 66. Et ça, c'est un cas vrai, accessoirement. Hein. Puis là, la personne a dit, ouais, moi, je pense qu'on devrait automatiser le QA. Puis la personne dit, c'est une bonne idée. Tu sais, mes QA, ils sont dans un autre pays. Toi, tu es de l'autre côté de l'océan. Je te mets en charge d'automatiser la job et de virer la moitié du département QA. Non, je pense que tu n'as pas compris. Le but, c'est pas de virer des QA, mais d'automatiser le plus possible des tâches et rediriger le QA sur d'autres tâches qui sont importantes. En fait, j'amène ce point-là parce que souvent, on me dit en DevOps, ça va permettre de couper des gens. Couper des QA, couper des Ops. Plus besoin, on automatise tout. Non, en fait, le but, c'est de réassigner ces personnes dans des tâches qui ont de la vraie valeur ajoutée. Avoir une personne qui, automatiquement, fait clic, clic, clic dans l'interface et le même flow 4, 5, 6 fois par jour, ça n'a aucune valeur. C'est plate, on dirait un robot. Alors que cette personne-là, on pourrait lui dire, ben, essaye de trouver des problèmes, essaye de casser, essaye de penser à d'autres métriques de la qualité. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça, c'est vachement plus intéressant. Et en plus, humainement parlant, c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement parlant. Je veux dire, c'est plus un robot. On lui demande de chercher des vrais problèmes. Autre cas, nos clients, c'est mon équipe là, de direction, elle chiale. Nos clients, ils trouvent les bugs avant vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est chiant là. J'ai toute une équipe de support. À chaque release, là, ils en ont pour 3 jours de demande client, de support client. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attraper les bugs avant? Ben, première question. Je vais vraiment partir de la prod. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des logs? Est-ce que tu es dans les alertes? Pourquoi c'est tes clients qui te le disent pendant 3 jours? Est-ce que le premier jour, on ne l'aurait pas vu? Et enfin, est-ce que ton application est bien testée avant d'être déployée? Avant que tes clients le voient? Donc pour ça, est-ce que tu as des environnements de test? Est-ce que tu as des tests? Est-ce que tu as un processus en place? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des devs qui checkent? En fait, c'est toujours la même question. S'il y a des bugs en prod, souvent, c'est qu'on a échappé quelque chose. Des bugs, il y en aura toujours en prod. Je vais être honnête, là, je veux dire, une politique zéro bug, ça existe, mais le but, ça veut dire de se rendre à 0 bug. Pas dire, il n'y aura jamais aucun bug. C'est quasi impossible d'avoir jamais aucun bug. Mais le but, c'est d'essayer d'en attraper le plus possible, le plus tôt possible. Puis pour ça, il y a plein d'outils. Comme je dis, les tests, ça paraît niaiseux, beaucoup de personnes en parlent, mais des tests automatisés qui testent réellement des choses et pas juste faire du coverage pour faire du coverage. Donc, petit hint, faire une cible de 80% ou 100% de coverage, généralement, ça n'améliore pas la qualité. Parce que là, on vient de faire des tests uniquement pour atteindre la métrique et ça n'a aucune valeur. Puis, vous pouvez demander à plusieurs développeurs, faire des tests qui augmentent le coverage mais qui ne testent rien, c'est super facile à faire. Par contre, vous venez de créer de la dette technique à chaque fois que vous faites ça. Donc, une fois qu'on a tout ça en place, ben on peut se poser la question, c'est quoi les métiers donc qu'on a autour de DevOps? Parce que tu parles de choses, mais j'ai l'impression que tu parles de Dev, que tu parles d'Ops, tu parles de QA, mais au final, tu ne parles jamais de DevOps. Ben, comme j'ai dit, DevOps, ce n'est pas un métier. Et les métiers de Dev, en fait, les métiers liés à DevOps, c'est facile, c'est les métiers de Dev. Un développeur, un administrateur système, sysadmin, Ops, c'est tous la même chose. Il y a un terme qui est génial, c'est Software Reliability Engineer, ou un SRE. Ça a été inventé par Google. Puis pour l'anecdote, dans le département de Software Reliability, chez Google, il n'y a plus aucun SRE. Ils ont des Software Engineers, ils ont des Platform Engineers ou des System Engineers. Donc même cette idée d'avoir quelqu'un qui est responsable que mon application en prod fonctionne bien,
ils sont revenus en arrière en disant non, ça ne devrait pas être la responsabilité d'une autre équipe, ça doit être la responsabilité des équipes. Et ce département-là, il est juste pour fournir des outils aux devs et aux ops, c'est pour ça que c'est les deux, à faire ces infrastructures-là. Security, j'ai voulu le mettre parce que on parle beaucoup de DevSecOps, donc pour inclure la sécurité dans le flow. Et effectivement, idéalement, plus la sécurité, on l'implique tôt dans le process, puis dans l'ensemble du process, moins ça coûte cher, plus c'est facile à faire. Exactement comme les ops, d'ailleurs. Il y a un autre terme avec le cloud, donc je parlais un petit peu au niveau du cloud. Le cloud peut être hyper complexe, puis honnêtement, il l'est. Puis quand vous regardez les plateformes comme AWS, Azure ou Google, vous avez plein d'outils, etc. Il y a effectivement un métier de cloud engineer, cloud architect, etc. Où leur job, c'est vraiment d'être spécialiste sur ces plateformes pour construire des applications par-dessus. Mais au final, ce n'est pas être DevOps, c'est souvent soit un architecte, soit un développeur, etc., qui est capable d'utiliser ces plateformes-là. Et le dernier métier que j'aime bien, c'est platform engineer, parce que dans l'expression DevOps is dead, maintenant tout le monde est platform engineer. C'est d'essayer de trouver une définition de platform engineer. Et honnêtement, déjà, il y en a plein. Puis souvent, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même définition que DevOps. Donc on a fait quoi? DevOps, les gens n'aiment pas ce terme pour un métier. On va le remplacer par un autre titre. Et maintenant, je vais avoir mon département de dev, mon département de platform engineer et mon département d'ops. J'ai cassé les silos. J'en ai juste créé un autre entre les deux. Puis honnêtement, si vous avez un département DevOps dans votre entreprise, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas juste créé un autre silo au lieu de faire ensemble que deux équipes travaillent ensemble? Et je vais revenir vraiment sur le métier d'administrateur système, parce que c'est un métier que souvent, j'ai entendu, je l'ai pensé pendant un certain temps, je m'excuse à tous les ops, que c'était un métier qui était voué à mourir. En fait, non, c'était un métier qui était voué à évoluer. Parce qu'un administrateur système, oui, dans le temps, il gérait des serveurs physiques, il gérait du réseautique, il gérait tout ça, mais avec le cloud, ça n'a pas disparu. Puis des data centers, ça continue d'exister. Par contre, maintenant, ils ont des outils. Puis maintenant, ça fait longtemps qu'ils existent, ils ont des outils d'automatisation. Le configuration as code, ça fait des années que ça existe, avec des outils aussi vieux comme Puppet et compagnie. Je veux dire, si je me rappelle, la dernière fois que j'en ai vu, c'était en 2012. 2012, là, les ops, ils géraient des serveurs dédiés dans des data centers, mais ils étaient capables d'automatiser leurs tâches avec de la configuration as code. Ensuite, les outils, par exemple, qu'on prend comme Terraform, l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, le terme le dit, c'est de l'infrastructure. Qui devrait faire des infras? Les personnes responsables de l'infra, un opérateur système, un sysadmin. Donc le métier de sysadmin évolue effectivement, il a d'autres cordes, mais c'est pas parce que maintenant il y a des nouveaux outils qu'il faut absolument un autre métier pour les faire. Non. Je veux dire, en tant que développeur, est-ce qu'on utilise encore les outils de dev qui avaient 30, 40, 50 ans? Non, notre métier a évolué, comme tous les métiers. Et je me suis permis un petit tweet. Pour information, Solomon, c'est le créateur de Docker, petit logiciel utilisé beaucoup dans le monde DevOps, qui a posté ça il y a quelques jours, qui dit grosso modo, traduction libre, « Et réveillez-moi quand le débat DevOps versus Platform Engineer a été résolu. Je vais en informer mes utilisateurs qui s'en moquent. » Puis sur ce, avez-vous des questions? Si vous voulez, il y a un micro ici.